bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 août 2021 pour le 245e rapport de situation sur le Donbass, qui est de retour après 2 semaines d'interruption, puisque j'étais en congé, comme je l'avais indiqué lors du dernier rapport de situation. Je vais bien sûr vous parler de l'évolution de la situation militaire, mais aussi de la situation diplomatique et de l'évolution de la situation en Ukraine. Et exceptionnellement, je vais aussi vous parler cinéma, puisqu'un film sur le début de la guerre dans le Donbass, plus précisément en République populaire de Lougansk, vient de sortir en Russie. Et c'est un film qui mérite le détour, même s'il est très très dur, donc je vais y revenir en détail. Sur le plan militaire, du 7 au 13 août 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 25 reprises, donc on est un petit peu moins qu'il y a 3 semaines, durant lesquelles elle a tiré 205 munitions, dont 12 obus d'artillerie de 122 mm et 51 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est un peu en baisse cette semaine parce que, entre autres, il y a eu pas mal de mauvais temps, faut quand même dire ce qui est. On a eu pas mal de jours de pluie, y compris encore aujourd'hui, ce qui oblige les soldats ukrainiens à laisser l'artillerie lourde et les mortiers dans les entrepôts, parce que les faire patauger dans la boue, c'est pas terrible. Donc pour l'instant, le temps est de notre côté. Il faut rajouter à tout cela les 2 violations du cessez-le-feu et les 18 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs de la semaine ont blessé 2 soldats de la RPD, ils ont aussi endommagé une habitation. Le pire niveau victimes et destruction, ça a été la semaine passée. On a eu une civile qui a été tuée, un autre civil qui a été blessé, et on a eu 17 habitations qui ont été endommagées en 24 heures. Voilà, 17 habitations dans 2 localités en à peine l'espace d'une journée. Côté ukrainien, cette semaine, les pertes hors combat sont de 1 mort et 1 blessé. Et puis, puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue de violer ce point-là des accords de Minsk. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 56 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien. Donc là, on est à plus du double d'il y a 3 semaines en arrière. On a dans le détail 8 chars d'assaut T-64, un char d'assaut dont le modèle est non identifié, 4 systèmes de défense antiaérien OSA, 2 systèmes de défense antiaérien Zouchka, 9 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, on a 11 véhicules de combat d'infanterie type BMP, on a 9 véhicules de combat d'infanterie type BMD, donc là qui est un véhicule de combat d'infanterie plutôt parachutiste, pour les parachutistes, donc ça c'est une nouveauté. On a 8 automitrailleuses type BRDM, 2 véhicules de transport de troupes amphibies type MTLB et 2 véhicules blindés. Et bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la petite carte. Donc là, on a quand même moins qu'il y a 3 semaines. Mais bon, de nouveau, vu le mauvais temps, je pense que l'OSCE sort pas ses drones tous les jours actuellement. Comme je vous l'ai annoncé en début de site-rep, on va parler de la situation diplomatique, puisque pendant que l'armée ukrainienne continue d'intensifier ses bombardements contre les zones résidentielles, tant de la RPD que de la RPL d'ailleurs, l'Ukraine a de nouveau demandé la tenue d'une réunion extraordinaire du groupe de contact trilatéral en charge des questions de sécurité. Bon, pas réellement pour faire avancer les négociations, c'est juste pour faire croire à la communauté internationale qu'elle fait quelque chose. Le but c'est de brasser du vent, comme d'habitude. Je signale qu'il y a 2 semaines en arrière, l'Ukraine avait déjà fait une demande identique qui s'était soldée par un refus de la RPD et de la RPL, vu que rien ne justifiait une telle réunion extraordinaire, puisque, comme l'a souligné le représentant de la RPD au sein de ce groupe de contact, Alexei Nikonorov, lors des réunions régulières, la délégation ukrainienne continue de saboter les négociations, qui doivent permettre, je rappelle quand même, depuis des mois, de préciser le mécanisme de coordination qui est prévu par les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, qui est la seule mesure capable de réellement stopper les tirs de manière efficace. Et comme la partie ukrainienne ne propose aucun argument, aucune position officielle, ni même un brouillon de documents pour essayer de justifier d'organiser une réunion supplémentaire, les républiques leur ont dit vous êtes bien gentils, on a autre chose à faire. On a piscine, on a poney, on a plus intéressant à faire que de perdre notre temps pour rien. Voilà, parce que si l'Ukraine faisait preuve d'une attitude un tant soit peu constructive lors des réunions habituelles du groupe de contact trilatéral et que les négociations avançaient ne serait-ce qu'un petit peu,
On pourrait justifier une réunion extraordinaire pour terminer les négociations, arriver à conclure un accord. Voilà, là ça pourrait se justifier, mais s'infliger une nouvelle séance de sabotage ouvert pour le plaisir de dire qu'on a fait quelque chose, ça rime à rien, et comme je dis, nos représentants ils ont autre chose à faire. Voilà. Bon, malgré ce refus il y a 2 semaines, l'Ukraine a redemandé encore cette semaine, une nouvelle fois, une réunion extraordinaire, afin prétendument d'adopter une déclaration commune de retour au respect complet du cessez-le-feu. En clair, du blabla, des mots qui engagent à rien, qui coûtent rien à écrire et à mettre sur du papier, puisque comme je l'ai dit, la seule mesure réellement efficace, ça serait de mettre au point vraiment, de préciser ce mécanisme de coordination. Ça fait 9 mois que l'Ukraine sabote ce truc, 9 mois quand même, donc je veux dire, ça sert à rien de refaire des belles déclarations pour dire oui, nous sommes attachés au respect complet du cessez-le-feu, ça rime à rien, ça sert à rien, voilà, c'est à partir du moment où t'as une des parties qui fait preuve d'une mauvaise volonté totale, il faut des mécanismes concrets pour obliger à mettre en œuvre. Et ça, c'est le mécanisme de coordination. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Ukraine refuse de préciser ce point-là depuis 9 mois. Voilà. Donc, bon, si on regarde les faits, en dehors de leur jolie déclaration sur le fait qu'il faut respecter le cessez-le-feu, on voit les chiffres. Chiffres du mois de juillet, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 133 reprises. Tiré 1409 munitions, dont 120 obus d'artillerie lourde de 122 mm quand même, et 476 obus de mortier. Voilà, et il y a eu 25 habitations endommagées. Et pour le mois d'août, en à peine 13 jours, on en était déjà à 48 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, 343 munitions tirées, dont 18 obus d'artillerie de 122 mm, et 86 obus de mortier de 120 et 82 mm, rien que contre le territoire de la RPD. Je vous compte même pas contre le territoire de la RPL, voilà. Et comme je disais, ces tirs ont tué une civile, en ont blessé un autre, et ont endommagé depuis le début du mois 18 habitations. On a quand même 6 soldats de la milice populaire de la RPD qui ont été tués, 3 autres blessés durant la même période à cause de ces tirs. Donc moi, quand ils viennent nous dire « Oui, on va faire une nouvelle déclaration sur l'importance de respecter le cessez-le-feu, si tu veux », bon, moi ça me fait un peu rire jaune. Voilà, quand on regarde un bilan comme ça, bon, on se rend compte que la parole de Kiev, ça vaut pas de zob. Voilà, c'est... Donc, on perd du temps, encore une fois, à blablater pour sortir une déclaration débile qui servira à rien. De nouveau, l'RPD et l'RPL, on dit « Vous êtes bien gentils, on a poney, on a piscine, excusez-moi, j'ai un barbecue. » Voilà, des choses plus intéressantes à faire que de perdre son temps avec ça. Donc, voilà, donc je pense que dans 15 jours, ils vont revenir avec une nouvelle demande. Je veux dire, ça sert à rien. Non. Faire une belle déclaration pour que, à peine 24 heures après, ils violent de nouveau le cessez-le-feu, je veux dire... Nos représentants, ils ont autre chose à foutre, quoi. Stop, ça va, la perte de temps. Désolé, on n'est pas des adeptes du brassage de vent. Voilà, c'est pas notre trip. J'ai écrit cette semaine un article basé sur 2 interviews de 2 femmes, une de RPD, une de RPL, des interviews qu'elles ont données sur les tortures qu'elles ont subies en captivité en Ukraine. Je vais pas vous retranscrire ici leurs propos, je vous encourage à aller lire l'article. Je signale quand même que ce sont des témoignages à visage découvert, qui sont très importants pour montrer le véritable visage de l'Ukraine post-Maïdan. Alors on a eu des trolls pro-OTAN qui ont qualifié ça bien sûr de propagande du Kremlin. Bon, eux feraient mieux de la fermer une bonne fois pour toutes et de se regarder dans un miroir, parce que ces femmes-là ne témoignent pas de manière anonyme, elles font un visage découvert sous leur véritable identité. C'est pas des témoignages anonymes de on ne sait qui, comme dans certains des rapports, entre autres de l'ONU, etc. Là, vous avez un visage, vous avez un nom, vous voyez la personne, c'est autre chose. Voilà. Parce qu'avec les témoignages anonymes, ce que je n'aime pas avec cette pratique-là, c'est que tu peux faire témoigner n'importe qui et tu peux lui faire raconter n'importe quoi. Et ça me gêne un peu beaucoup. Voilà. Donc là, par contre, voilà, ce qu'elle raconte, ça peut être vérifié. Donc je vous encourage à aller regarder ça. Il y aura d'autres articles concernant cet aspect-là, puisque la RPD et la RPL viennent de lancer des groupes interdépartementaux de recherche des personnes disparues. Et entre autres, on est à la recherche des tombes potentielles d'un certain nombre de personnes qui sont toujours recherchées par les 2 républiques. Donc on est sans nouvelles et qui peuvent potentiellement avoir été exécutées soit par les néo-nazis, soit par le SBU, donc les services de sécurité ukrainiens. Donc voilà, donc ça fait suite au lancement de ces groupes de recherche. Et puisqu'on parle des crimes de guerre de Kiev, comme je vous le disais, je vais exceptionnellement vous parler cinéma,
puisqu'on a un film russe intitulé Solntsepyok, Grand Soleil, qui vient de sortir, et qui montre sans concession aucune le début de la guerre dans le Donbass, et plus précisément dans la région de Lugansk. Alors c'est pas le premier, hein, un film côté russe ou Donbass, entre autres en 2019 la RPL avait elle-même produit un film intitulé Apolchenotchka, mais j'ai pas encore réussi à le voir, donc j'en parlerai quand je l'ai vu, quand j'aurai vu. Il est passé ici à Donetsk au cinéma, mais j'étais pas disponible à ce moment-là, donc j'étais occupée avec la mission humanitaire pour les vétérans. Donc j'ai pas pu aller le regarder. Voilà, et j'arrive pas à le trouver en ligne, donc voilà. Donc celui-là, je vous en parlerai aussi dès que j'aurai réussi à le voir. Solntsepyok est pour l'instant qu'en russe. Il n'y a pas de version française ou anglaise. Je tiens quand même à vous avertir. Le film est très, 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 très dur. Je plaisante pas, je n'exagère pas. Il faut vraiment avoir les tripes bien accrochées pour le regarder jusqu'au bout. C'est un film qui montre la monstruosité de la guerre sans phare, mais vraiment sans phare. C'est ignoble. Enfin, je veux dire, le film est vraiment hyper réaliste, rend très très bien l'ambiance de la guerre du Donbass en 2014. Entre autres les tirs gratuits, tant de l'armée régulière ukrainienne que des bataillons néo-nazis contre les civils pour les terroriser. Et aussi dur qu'il soit, ce film est qualifié même par les gens qui sont restés ici, qui ont vécu la guerre au tout début, te disent c'est même encore en dessous de la réalité. C'est-à-dire que ça ne montre pas tout. Voilà. Et même comme ça, il est vraiment très dur à regarder. Très sincèrement, personnellement, j'ai quand même vécu un certain nombre de bombardements, j'ai dormi sur le front un nombre incalculable de fois, et lors de ces nuits passées dans des villages sur le front ou sur position, ça m'est arrivé de me retrouver sous des tirs, entre autres d'obus de mortier, et des choses comme ça. J'ai vu de mes propres yeux les corps de certaines victimes de bombardements. J'ai entendu personnellement les récits d'un certain nombre d'anciens prisonniers et prisonnières concernant les tortures qu'ils ont subies. Même comme ça, sincèrement, j'ai eu les tripes complètement retournées en regardant ce film. Ça dure 2 heures, environ, un petit peu plus. C'est 2 heures d'horreur continue. Voilà, c'est pas un truc sentimental, romantico, révolutionnaire, non. Non, c'est un film gore, mais entre guillemets froid. C'est presque du documentaire. À ce niveau, certains critiques ont reproché au film des décalages, entre autres entre la musique et certaines scènes, mais en fait je pense que ces gens-là n'ont pas compris que c'était voulu. Bon, je ne veux pas vous spoiler le film, mais vous passez 2 heures dans un état de peur constante, à craindre le moment où il va y avoir un bombardement, soit coup de mortier, soit coup de grade. À n'importe quel moment du film, vous pouvez avoir une scène banale de la vie quotidienne et ça va se transformer en scène d'horreur. Un moment d'horreur pure, en 1 seconde, il n'y a rien qui va vous avertir. Donc vous passez 2 heures dans un état de stress à vous demander si la scène que vous voyez elle va bien se terminer ou si ça va se terminer en bain de sang. Et vous le savez qu'une fois que vous arrivez au bout de la scène. Cet aspect-là du film, pour moi, rend vraiment bien l'incertitude qui caractérisait la vie des habitants du Donbass depuis 2014 et qui caractérise encore celle des habitants qui vivent sur la ligne de front encore actuellement, qui est tu te lèves le matin et tu sais pas si tu vas pas te prendre une balle d'un sniper qui a décidé ce jour-là de s'amuser à tirer sur des civils, ou s'il n'y a pas un obus qui va tomber sur ta maison ou dans ton jardin pendant que tu seras en train de ramasser tes patates. Donc ça c'est quelque chose qui est encore vécu quotidiennement et je trouve que le film le rend très bien. Je vous dis, c'est 2 heures de suspense et de stress intense. Et ça vous prend littéralement aux tripes. C'est aussi un film qui explique comment certaines personnes qui au départ n'étaient pas forcément, ne se pensaient pas destinées, on va dire, à combattre pour le Donbass, se sont retrouvées dans la milice populaire, justement à cause des actions de l'armée ukrainienne, mais surtout des bataillons de volontaires néo-nazis. Donc si vous parlez russe et que vous avez les tripes vraiment bien accrochées, et si vous voulez vous rendre compte de ce
qu'est la réalité de la guerre dans le Donbass en 2014 et comment tout a commencé. Regardez-le, voilà, il est disponible intégralement sur YouTube, donc regardez-le et surtout récupérez-le tant qu'il est en ligne avant qu'il se fasse censurer. Mais je vous dis, vraiment, enfin, si vous êtes un peu sensible, comment dire, si vous pensez que vous risquez de pas tenir le coup, ne regardez pas. Parce que vraiment, il vous retourne les tripes. C'est un film qui vous retourne les tripes. C'est un de ces films où vous en ressortez, vous avez chialé pendant une bonne partie du film, enfin, vraiment, vous vous sentez très très mal. C'est un film à vous donner des cauchemars, mais voilà, si vous voulez vous rendre compte de ce qu'a été la réalité de la guerre du Donbass en 2014, si vous voulez vous en approcher, un tant soit peu, regardez ce film. Vous allez voir ce que les gens d'ici ont vécu, entre autres en République populaire de Lugansk. Donc voilà, si vous vous sentez vraiment, allez le regarder. Voilà, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, même s'il est très très dur. Voilà. Et puisqu'on parle entre autres du début de la guerre en 2014, on va parler entre autres du mémorial de Saour Mogila. Donc ceux qui me suivent régulièrement, vous avez déjà vu mes reportages sur place. Vous avez déjà vu donc l'état de ce mémorial qui avait été dressé à l'époque soviétique et qui a été détruit lors des combats à l'été 2014 entre l'armée ukrainienne et la milice populaire de la RPD. Eh bien la Russie, et plus particulièrement la région de Rostov, va, semble-t-il, aider la RPD à reconstruire le mémorial. Ça a été annoncé par ni plus ni moins que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui était en visite dans la région. Entre autres, il est venu visiter le mémorial des hauteurs de Sambek, qui est situé donc entre Taganrog et Rostov-sur-le-Don. Donc il y avait un membre du Parlement de la région de Rostov, Vladimir Grebeniuk, qui avait fait cette proposition d'aider la RPD à reconstruire lors de sa rencontre avec des citoyens de la République qui étaient venus chercher leur passeport en Russie. Et donc la région de Rostov souhaiterait contribuer à la restauration de ce monument où il y a quand même, je veux dire, sur cette colline, 23 000 soldats de l'armée rouge qui sont morts pour la récupérer pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Donc Lavrov a approuvé cette proposition en soulignant que les monuments et mémoriaux de cette époque doivent être protégés et conservés où qu'ils se trouvent, surtout maintenant que l'Occident essaye de réécrire l'histoire et d'empêcher les efforts de la Russie pour stopper la renaissance du nazisme, entre autres dans les pays baltes et en Ukraine, et c'est une guerre qui se mène entre autres par une guerre des monuments, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont détruits en Pologne, dans les pays baltes, etc., et en Ukraine. Donc, selon le ministre russe des Affaires étrangères, la question est humanitaire, ne peut violer aucune norme. Donc, il a promis de discuter du sujet avec le gouverneur de la région. Et là, il a dit, nous devons aider nos voisins, nous devons aider les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Alors, chose entre guillemets marrante, enfin, c'est pas marrant, c'est intéressant. Lavrov n'a pas utilisé ce terme de république autoproclamée, qui est le terme habituel, qui était utilisé par entre autres les médias russes, mais aussi un certain nombre d'officiels russes depuis 7 ans. Mais juste, il a dit la RPD et la RPL. Et pour moi, c'est un glissement sémantique qui est important, et qui montre qu'effectivement, la Russie a radicalement changé de cap concernant l'Ukraine et le Donbass. D'ailleurs, en termes d'intégration, donc là je vous disais que maintenant on peut s'enregistrer sans se déplacer en Russie, on peut s'enregistrer maintenant au niveau du Gosuslugi, donc le portail administratif qui permet de faire plein de démarches en ligne, obtention du SNILS qui est donc le numéro de sécu russe. Et maintenant, on peut même demander à obtenir en fait simplement l'accès à la sécurité sociale russe, donc sa police d'assurance santé, sans se déplacer. Donc de nouveau, en faisant toutes les démarches depuis ici, depuis les RPD ou les RPL. Donc ça avance, ça avance très très bien même. Et puis je vais vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine, où Zelensky continue de déverser son lot d'ukrainerie quotidienne. Alors, entre autres, sur la fameuse chaîne en langue russe d'Homme, vous savez, cette chaîne TV qu'ils ont lancée pour essayer, soi-disant, de reconquérir le cœur et l'âme des habitants du Donbass et de la Crimée.
Alors, il a commencé déjà par nous faire une sublime déclaration concernant le fait que la Crimée ne sera jamais un territoire russe, hein, parce que, soi-disant, la Russie ne l'aimera jamais comme l'Ukraine aime la péninsule. Bon, ça a fait bondir tout le monde de Sébastopol jusqu'à Moscou, en passant par Vladivostok. Je vais dire, bon, déjà, parce que la Crimée est un territoire russe en l'état, que ça plaise ou pas à Zelensky, et puis, deuxièmement, je rappelle quand même que l'Ukraine a coupé l'approvisionnement en eau de la Crimée, après sa réintégration au sein de la Russie, et qu'elle a aussi laissé faire les radicaux qui ont fait exploser les pylônes électriques qui approvisionnaient la péninsule en électricité. Voilà. Donc si priver la péninsule d'eau et d'électricité, c'est de l'amour, je pense qu'il s'agit alors d'amour vache, hein, voilà, parce que je peux pas qualifier ça autrement, hein, je rendre invivables les conditions de vie des habitants, je pense qu'on peut difficilement appeler ça de l'amour, voilà, hein, parce que bon, mais bon, si c'est ce que Zelensky entend par le mot amour, effectivement, la Russie n'aimera jamais la Crimée comme l'Ukraine le fait, et tant mieux pour la population de la péninsule. Hein, parce que... ouais, non, à moins qu'il soit un peu maso, mais je pense pas. Hein, voilà. Et puis, quant à l'affirmation que Zelensky il a sorti que la Crimée était sa terre, parce que voilà, quand il était enfant, hein, il y passait ses vacances, il mangeait le plat local, et il trouvait ça super bon. Voilà, ça c'est l'argument pour qu'ils disent c'est ma terre, c'est pas la leur. Bon, espèce de trou du cul, t'es né à Kryvyi-Rog, déjà pour commencer, c'est pas en Crimée. Hein. Et puis, j'aimerais que tu m'expliques en quoi le fait que t'as passé des vacances là-bas étant môme et que ça te plaisait bien et que t'aimais le plat local, ça te donne plus de droits sur la péninsule que ceux qui y sont nés et qui vivent depuis des générations. Je veux dire, c'est comme s'il prétendait que la Turquie est sa terre sous prétexte qu'il y a passé des vacances étant gosse et qu'il a mangé des falafels et que ça lui a plu. Non, enfin, je veux dire, faut arrêter les bêtises, là, c'est n'importe quoi. Ben, je veux dire, là, niveau justification, je plaisante pas du tout, c'est exactement ce qu'il a avancé. Hein. Donc là, on touche le fond. Et au lieu de s'arrêter là, il a continué 2 jours plus tard. Alors cette fois c'est le Donbass qui s'est vu prédire qu'il ne sera jamais un territoire russe. Hein, Zelensky a dit que les habitants du Donbass qui se sentent russes, mais ils ont qu'à partir en Russie. Bon, on savait déjà que la seule chose qui intéressait Kiev c'était le territoire et pas les habitants qui prétendent venir libérer, hein, je rappelle. Mais là ça devient un petit peu trop flagrant si tu veux. Hein. Bon, déjà comme pour la Crimée, sa déclaration est à la fois débile et ignoble à plus d'un titre. Bon, déjà, comme la péninsule de Crimée, le Donbass a fait partie de la Russie pendant plusieurs siècles, avant même que l'Ukraine n'existe en tant que pays, hein, je le rappelle. Le Donbass était un territoire russe, hein, qui a été rattaché de force à la République socialiste soviétique d'Ukraine par l'URSS. Voilà, c'est pas parce qu'à la création de l'Ukraine, je le répète encore une fois, mais ça a l'air d'avoir un peu de mal à rentrer chez certains, mais c'est pas parce qu'on leur a mis désormais vous êtes ukrainien sur le passeport que ça a changé la réalité des choses. Ethniquement, linguistiquement, culturellement, religieusement, les gens sont restés russes. Hein. Je veux dire, voilà. Donc dire que ça sera jamais un territoire russe, ça a été un territoire russe. En plus, la façon dont il l'a dit, il a fait une bourde énorme, pour ceux qui parlent la langue russe, vous comprendrez, parce qu'il y a 2 adjectifs pour dire russe en russe. Il y a ruski et rassiski. Ruski, c'est tout ce qui est ethniquement russe. Voilà. Rassiski, c'est ce qui a trait à la Russie en tant qu'État. Hein, donc, rassiski flag, c'est le drapeau de la Russie. Drapeau russe dans le sens drapeau de la Russie. Voilà. Ruski yazik, c'est la langue russe dans le sens ethnique. Voilà. Eh ben, il a utilisé cet abruti, l'adjectif ruski. Or, d'un point de vue ethnique, linguistique, comme je vous le dis, le Donbass est russe. Donc, de facto, en l'état actuel, il est déjà ruski. C'est déjà ruskaya territoria. En fait, ce qu'il aurait dû utiliser, c'est rassiski, c'est-à-dire dire que ça ne sera jamais un territoire de la Fédération de Russie. Donc déjà, là, niveau inculture, déjà, on touche le fond. Donc c'est vraiment bien étalé. Et puis alors en plus, demander aux gens qui se sentent russes ici de partir, je rappelle quand même qu'on est plus de 90% des gens ici en 2014 qui ont voté lors du référendum pour quitter l'Ukraine. Et là actuellement, je veux dire, vu le taux de délivrance des passeports russes, on va bientôt atteindre le million donc, de citoyens russes. Donc tu demandes à plusieurs millions de personnes de quitter leur terre natale
parce qu'ils revendiquent être ce qu'ils sont réellement, ethniquement, et ce qui était d'ailleurs leurs ancêtres. Alors ça s'appelle une épuration ethnique, hein. C'est un crime contre l'humanité, enfin, je le rappelle comme ça, voilà. Hein, alors bon, dans la même interview, il nous a prétendu que l'Ukraine aimait le Donbass, hein. Bon, il nous aime comme il aime la Crimée, hein, voilà, et qu'il nous laissera pas tomber, oui mais si justement casse-toi, hein, on n'a pas besoin de toi, et il nous a sorti en plus que c'était des mensonges de dire que l'armée ukrainienne bombardait les civils et que c'était les milices populaires qui le faisaient, bon les conneries d'histoire de... on se tire sur nous-mêmes, on arrête. Hein, je veux dire, j'ai interviewé assez de civils ici en plus de 5 ans. Il n'y en a aucun qui m'a dit c'est la milice populaire qui nous a tiré dessus. Par contre, il y en a un bon paquet qui m'ont dit face caméra c'est l'armée ukrainienne qui a bombardé ma maison. D'accord ? Donc, et en plus, dans des zones où quand tu leur demandes est-ce qu'il y a des positions, est-ce qu'il y a des soldats ou est-ce qu'il y a des pièces d'armement là, on te répond non, non et non. Voilà. Donc quand Zelensky prétend que l'armée ukrainienne ne fait que répondre, non, c'est nous qui ne faisons que répondre. Hein. D'ailleurs, ça se reflète dans les chiffres des victimes civiles. Hein. Je veux dire, je vous en ai déjà parlé, même les rapports de l'ONU te reconnaissent que plus des 3/4 des victimes civiles de tirs et de bombardements, ils sont chez nous. Hein. Ils sont en RPD et en RPL. Ce qui montre bien que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils. Bien. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Voilà. Et bon, le problème, c'est pas tant qu'il raconte des conneries, le problème, c'est qu'à force de jouer sur ces fractures ethniques de l'Ukraine, Zelensky est en train d'aggraver la situation qui est déjà catastrophique. Là, le pays est en train de se rapprocher de plus en plus du moment où il va littéralement exploser. D'ailleurs, plusieurs politologues et politiciens ukrainiens semblent s'être lancés dans une opération de préparation psychologique de la population ukrainienne au fait que ça va arriver. Hein, puisqu'on a eu quand même plusieurs déclarations successives dans un très court laps de temps. On a eu le politologue Kost Bondarenko qui nous a dit non mais bon, la scission de l'Ukraine elle est inévitable, mais c'est dû à l'histoire. Hein, pour lui c'est la phase finale du processus de désintégration de l'Empire russe et de son successeur l'URSS, mais pour lui c'est pas de la faute des autorités post-Maïdan. Oui, bon, ils ont quand même foutu un bon coup d'accélérateur si tu veux quand même, hein. Ils ont quand même bien aidé, hein, voilà. Il a aussi dit d'ailleurs que, puisque l'Ukraine dit soi-disant qu'elle veut renoncer hein, à son passé soviétique, bah, elle peut pas revendiquer les frontières de la RSS d'Ukraine. Dans ce cas, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière non plus, ils sont sourire avec. Enfin, je veux dire, ça peut pas marcher, hein. Voilà. On a eu l'ancien député ukrainien Evgeny Mouraïev qui a dit que la scission de l'Ukraine pourrait avoir lieu dans un avenir assez proche. Il a dit qu'entre autres les néo-nazis ukrainiens sont actuellement regroupés et vont être utilisés pour jeter de l'huile sur le feu et faire basculer la situation dans une guerre civile totale. Et pour lui, après les pays voisins vont récupérer chacun le petit morceau qui les intéresse. Entre autres la Pologne elle veut récupérer Volhynie-Galicie, la Roumanie va récupérer la Bessarabie, la Bucovine, la Hongrie va récupérer la Transcarpathie, et puis la Russie elle prendra une bonne partie du sud-est du pays, voilà, et puis l'Ukraine, il y aura le reste, quoi. Il restera le petit morceau, là, une fois que tu auras été amputé de tout ça, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et alors on en a eu un autre, on a un ancien politicien ukrainien qui a dit que, en gros, cette scission est nécessaire si l'Ukraine veut intégrer l'OTAN. Voilà, parce qu'il a dit si l'Ukraine garde ses territoires pro-russes en son sein, ça se fera jamais. Et que donc, voilà, pour des raisons d'équilibre des pouvoirs et de géopolitique, si l'Ukraine veut vraiment accéder à l'OTAN, il va falloir qu'elle se sépare d'une partie de ses territoires. Comme je vous dis, c'est des déclarations qui ont été faites à quelques jours à peine d'intervalle. Pour moi, ça ressemble à une opération de préparation psychologique de la population ukrainienne. Bon, que le prétexte officiel avancé, ça soit une potentielle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou autre conte de fées, ça n'a aucune importance. Ce qui en ressort, c'est que la scission de l'Ukraine est désormais inévitable. Voilà. Hein. Bon, comme j'ai dit, tu mets l'histoire plus l'incompétence des autorités ukrainiennes post-Maïdan, on est arrivé à un niveau de force centrifuge qui va provoquer l'éclatement du pays. Voilà. Il sera trop tard après pour venir jouer les pleureuses sur les plateaux TV comme le fait Zelensky sur les territoires perdus, hein, comme là il fait avec le Donbass et la Crimée. Hein, parce que bon, tu peux pas passer ton temps à réécrire l'histoire, jouer sur les lignes de fracture ethnique d'un pays qui est multi-ethnique comme l'Ukraine,
et te plaindre après que le pays il explose. Je veux dire... c'est comme si tu mets un bâton de dynamite dans une faille, hein, je veux dire... ça va faire du gros dégât, hein, je veux dire... hein. Bah oui, tu peux pas arriver à autre chose. Donc oui, là, ils sont bien engagés. Là, d'ailleurs, à Kiev, il y a des manifs anti-Zelensky. Hein, les néo-nazis ukrainiens sont en train de manifester contre Zelensky dans la capitale. Donc, situation à suivre. Hein. Voilà, je pense que ça va... Puis en plus, cet automne, ils vont encore avoir une hausse des tarifs, des charges communales, entre autres l'eau chaude et le chauffage, qui vont encore grimper, encore. Donc je pense que la situation va devenir complètement intenable dans le pays. Je vois pas comment ils vont réussir à tenir tout ça. Là, ils ont lancé aussi un projet de loi en Ukraine sur la période de transition après la reconquête du Donbass et de la Crimée. Oui, non, mais ils prennent leur fantasme par la réalité. Mais là, ils ont sorti ce truc-là, et de ce que j'en comprends, ce projet de loi viole totalement les accords de Minsk, entre autres, concernant le Donbass. Donc je dois étudier le projet de loi en détail pour vous en donner une analyse. Mais bon, voilà la situation. Pour l'instant, là, on a eu une semaine relativement plus calme que les précédentes. Parce que le temps s'est mis de la partie, mais si on repart sur du beau temps, ça peut repartir méchamment. Surtout que là, ils continuent d'utiliser quand même l'artillerie lourde. L'artillerie de 122 mm est désormais utilisée chaque semaine. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais signe. On voit aussi que des troupes ukrainiennes ont été redéployées sur un certain nombre de points de retrait, hein, donc des zones où, justement, vous savez, les deux armées devaient reculer, hein, les fameuses zones tampons, etc. Donc là, ils sont revenus sur les positions qu'ils sont censés avoir abandonnées. Donc ça, c'est très mauvais aussi. Donc, situation à surveiller quand même d'assez près. Situation à surveiller d'assez près, surtout que là maintenant Nord Stream 2 devrait être fini ce mois-ci, donc je pense qu'il faut s'attendre à de nouvelles provocations, des tirs contre les civils, des choses comme ça. Je pense que leur but ça va être d'entraîner la Russie là-dedans. Là on attend la visite de Merkel qui va passer par la Russie avant d'aller voir Zelensky, ce qui est très... Voilà. Il semble que Merkel veut lier l'obtention d'un nouveau contrat de transit de gaz russe via l'Ukraine en échange de l'application des accords de Minsk. Alors, sachant que l'Ukraine n'appliquera jamais les accords de Minsk, si tu fais ça, Mouti, le contrat de transit de gaz russe à travers l'Ukraine, vous pourrez le jeter à la poubelle tout de suite, c'est même pas la peine de perdre votre temps. Je veux dire, je comprends même pas que vous vous lanciez là-dedans. Je veux dire, si réellement les informations que j'ai reçues sont justes, et que vous voulez faire ce genre de deal avec la Russie, mais en fait, là, vous êtes en train de leur signer un blanc-seing pour ne jamais renouveler ce contrat de transit et leur délier les mains. Ils vont dire, écoutez, l'Ukraine n'a pas appliqué les accords de Minsk, l'un était conditionné à l'autre, fini le transit. Hein. Là, vous facilitez la tâche de la Russie, hein, c'est tout ce que vous faites, parce que Kiev n'appliquera jamais les accords de Minsk. Parce que ça voudra dire accélérer encore l'éclatement de l'Ukraine. Donc voilà. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.